En France, on n'apprend pas la base de la philosophie de droite, conservatrice et réactionnaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent se permettre d'autant plus facilement de la mépriser. Il est philosophe, essayiste, qui n'a jamais eu peur des mots. Julien Rochdy. Quand on voit les universités, notamment aux États-Unis, et le monde universitaire, à quel point il a été gangréné par l'extrême gauche, Harvard est devenu un truc de woke absolument débile, et Trump a bien fait d'ailleurs de les menacer de couper tout leur financement parce que ça va les remettre un petit peu dans le droit chemin, et d'ailleurs c'est ce que nous devons faire en France. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont élevés sans autorité, dans l'idée que dire non et puis apporter certaines limites est quelque chose de fasciste, c'est quelque chose de mauvais qui va traumatiser l'enfant. Il y a la peur de traumatiser l'enfant aujourd'hui. Un enfant a besoin d'amour, énormément d'amour bien sûr, mais il a besoin aussi de beaucoup d'autorité. Quelque chose qu'on peut reconnaître aux gauchistes, c'est qu'il y a une volonté d'apprendre des concepts, de se cultiver, qui est parfois plus grande que celle que l'on peut constater dans le public de droite. On dit que c'était mieux avant. Je veux dire, beaucoup de gens qui disent que c'était mieux avant n'auraient pas trop apprécié d'être jetés comme en 14-18 dans des tranchées et faire la guerre et mourir pour rien. Est-ce que vous voulez vraiment retourner à cette société ? Mais mon œil. Est-ce que si finalement il y avait un appel, vous pourriez être de ceux qui militent pour le retour du roi Louis XX ? Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Julien Rochdy. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre invitation. Écoutez, je ne vais pas vous demander de vous présenter parce que je pense que tout le monde vous connaît, mais pour une introduction intéressante, je pense que ce serait... j'ai bien envie de vous poser la question parce que j'ai demandé un petit peu autour de moi et beaucoup de personnes qui vous connaissent vous ont connu grâce à votre vidéo sur Nietzsche, une grande conférence qui fait 3 heures, et vous avez écrit un livre justement sur Nietzsche. C'était un peu la porte d'entrée de beaucoup de personnes qui vous suivent actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis dans votre vie, dans votre vision, dans votre combat politique? Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis cette vidéo, ce livre, il y a 6 ans, c'est ça? Oui, c'était en 2019, donc ça remonte, plus que 6 ans même. Ouais. J'avais fait cette conférence sur Nietzsche, j'avais fait un travail sur Nietzsche parce que je voulais donner aux autres ce que Nietzsche m'avait apporté. J'avais un immense héritage nietzschéen dans ma façon de réfléchir, ma façon de voir les choses, plus que d'ailleurs une philosophie générale et systématique. Et systémique, comme on dirait aujourd'hui. C'était plus une façon de voir les choses. Nietzsche avait vraiment changé ma façon d'aborder la réalité. Et j'avais envie de donner ça aux gens qui pouvaient me suivre. Bon, il se trouve que cette conférence a énormément marché, qu'elle a inspiré pas mal de gens. Beaucoup de gens continuent de m'écrire en me disant « Je me suis lancé sur YouTube suite à cette conférence », vraiment des créateurs de contenu également. Donc voilà, après j'ai pu faire un petit peu de YouTube sans jamais trop m'y investir. C'est ça peut-être la différence que j'ai. On me traite parfois de youtubeur, alors qu'en réalité, si on regarde mes productions depuis quelques années, elles sont extrêmement erratiques. J'ai pu parfois publier 5 vidéos en 3 mois, et puis parfois ne publier qu'une seule vidéo en 1 an. C'est pas du tout J'ai jamais fait de YouTube mon travail, en fait. J'ai jamais vécu de la YouTube monnaie, comme on appelle, la publicité, etc. Et ça servait juste pour moi pour faire passer des idées, faire passer des choses que j'avais envie d'exprimer. C'était un média, purement et simplement. Et voilà, j'ai continué d'écrire des livres, parce que c'est mon véritable métier, en fait. Je vis de ma plume depuis plusieurs années. Je suis également éditeur. Je commence aussi à éditer pas mal de livres extrêmement intéressants, notamment d'auteurs anglo-saxons, qui ne sont pas édités, pas traduits en France. Je suis toujours un petit peu dans la politique, même si je ne suis pas dans la politique politicienne, mais disons que j'ai des amis en politique et j'ai des connaissances que je peux influencer parfois. Et voilà, c'est difficile de se présenter complètement suite à cette conférence sur Nietzsche, mais pour dire une chose simple sur cette conférence, je dirais que beaucoup de gens, parce que les gens aiment en France cataloguer énormément, on a besoin de mettre les gens dans des cases, et juste après cette conférence, on m'a classé parmi les Nietzschéens et je devais être exclusivement Nietzschéen partant de là. Alors qu'en fait, comme je l'ai dit juste avant, Nietzsche m'a permis de regarder les choses différemment, mais je ne suis pas Nietzschéen au sens qu'il y a une philosophie, voire même une religion nietzschéenne à laquelle il faudrait adhérer totalement. D'ailleurs, Nietzsche lui-même dit à travers la bouche de Zarathustra, dans la fin de la première partie, je crois, de Zarathustra, « Soyez moins infidèles. Il faut que si vous êtes mes fidèles, je vous demande d'être infidèle à ma pensée, en fait, parce que
Être nietzschéen, ce n'est pas être adhéré totalement à un système, comme je vous disais. Donc c'est pour ça que j'ai pu ensuite développer des idées beaucoup plus proches de la droite conservatrice, de la droite chrétienne, du christianisme. J'ai fait une petite conférence d'ailleurs sur Nietzsche et le christianisme, dans laquelle je reprends la pensée de Gustave Thibon, qui est un philosophe ardéchois, donc qui m'est très cher, puisque moi je suis ardéchois aussi, c'est un paysan ardéchois penseur. Donc voilà, je connais... C'est pas très loin de chez moi et je connais même des gens qu'il connaissait à l'époque où il était vivant et il est mort il n'y a pas très très longtemps. Bref, c'est un philosophe qui m'est cher et c'était un philosophe nietzschéen, mais très chrétien. Et il a pu penser avec le christianisme et avec Nietzsche. J'invite tout le monde à lire d'ailleurs Nietzsche et le déclin de l'esprit, qui est un livre fondateur sur cette possibilité de penser le christianisme à travers Nietzsche, par exemple. Donc voilà, il y a eu parfois des critiques passées en disant mais Rushdie, on sait pas ce qu'il pense, on sait pas ce qu'il fait, parce qu'il soutient le christianisme et le catholicisme, mais pourtant c'était un Nietzschéen, donc on comprend rien, etc. Bah oui, il y a des subtilités qui nous permettent de penser avec différents auteurs, et c'est pas parce que j'aime Nietzsche et que j'ai beaucoup pensé avec Nietzsche quand j'étais jeune que je suis forcé d'être nietzschéen toute ma vie et de penser tout comme Nietzsche. J'ai remis depuis en question énormément Nietzsche. J'ai des pages dans Sur Homme et Sous-Homme notamment, où j'essaie d'expliquer pourquoi, à mon avis, Nietzsche se trompait sur un certain nombre de points. Voilà. C'est quoi un petit peu les points sur lesquels vous pensez que Nietzsche s'est trompé ? Oula, ça nous mènerait loin si je devais être exhaustif maintenant, mais je dirais que Nietzsche voyait dans le christianisme, en tout cas il a laissé croire que le christianisme était la cause de la morale des esclaves, la cause de la morale de la décadence, qui entraînait elle-même d'ailleurs, cette morale, la décadence. Alors qu'en fait, je pense que le christianisme a été un moyen de gestion de ces esclaves et de cette décadence. Et un moyen qui, au contraire, a mené vers le meilleur et a mené vers une pensée plus aristocratique, celle que Nietzsche d'ailleurs défendait par ailleurs. Ce qui fait que, de manière extrêmement subtile, si on pense que le christianisme crée la décadence, ben évidemment il faut être contre les valeurs du christianisme parce que ce sont des valeurs des faibles dans la philosophie nietzschéenne et qu'il faudrait revenir à un paganisme ou à une philosophie grecque et romaine d'avant le christianisme qui est une philosophie des forts et des aristocrates qui fait la part belle aux beaux, aux forts, aux dominants, etc. Mais si on estime qu'en fait cette masse d'esclaves qui devaient penser comme des esclaves était le produit d'un système politique et plus que ça de conditions sociales dans cette Rome cosmopolite et mondialiste avant l'heure, eh bien en fait le christianisme va porter effectivement leurs revendications d'esclaves, mais va le transformer de manière aristocratique vers quelque chose de bien supérieur et qui va donner ensuite l'Europe médiévale. Et donc, mon point de désaccord avec Nietzsche, je fais vraiment très simple et vous l'expliquez plus dans... Bien sûr. Mais je suis grossier, mais mon point de désaccord est celui-ci, vraiment. Le christianisme n'est pas la cause du déclin, il est un moyen de gestion du déclin pour le transformer en autre chose. Et même, pour moi, la critique nietzschéenne du christianisme est davantage la critique d'un phénomène, c'est-à-dire comment est-ce que le ressentiment peut s'exprimer politiquement. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs l'objet de mon livre Nietzsche l'actuel, c'est que je prends la critique nietzschéenne du christianisme pour l'appliquer au socialisme, pour l'appliquer au wokisme, pour l'appliquer à la modernité, à la postmodernité. Et c'est là où, à mon avis, Nietzsche est vraiment intéressant. C'est ce qu'il voit comme processus psychologique et politique dans le christianisme. En fait, on peut voir ce même phénomène aujourd'hui, et donc qui n'a plus rien à voir avec le christianisme, ou alors qui est un ressentiment sécularisé, qui était religieux auparavant, qui était géré par la religion, et qui est maintenant géré par le socialisme et le wokisme. Et ça, c'est très intéressant. Vous n'avez pas choisi, du coup, la voie la plus facile, parce que tout le monde dit que les livres sont un peu en déclin, les gens arrêtent de lire, et pourtant, ça marche quand même beaucoup. Enfin, vous vendez beaucoup de livres. Comment est-ce que vous expliquez que vous arrivez à vendre des livres, alors que le marché, entre guillemets, a du plomb dans l'aile ? Oui, c'est sûr, c'est pas la meilleure entreprise que de vouloir s'occuper de livres, d'en éditer et d'en écrire soi-même. Après, moi, j'ai eu de la chance parce qu'effectivement, j'ai un public qui me lit, qui est intéressé par mes écrits. Heureusement, il y a quand même des gens qui lisent toujours en France. C'est sûr que c'est pas des millions de personnes,
Et surtout d'ailleurs que même dans le domaine du livre, les livres qui sont le plus lus, ce sont les romans amoureux, les romans de gare, qui sont lus par des femmes, essentiellement. La dark romance. Oui, aussi. Il faudrait que je me mette à Il y en a écrire un ça. qui a fait polémique il n'y a pas longtemps. Ouais. Dark romance, et puis même c'est les romans de gare, quoi, comme on les appelait à l'époque. Les essais politiques, les essais philosophiques, les essais de société, sont lus par assez peu de gens en réalité. Et en plus, moi j'ai une deuxième difficulté, c'est que je n'ai pas un public de boomers, je n'ai pas un public âgé. Parce qu'à la limite, quand vous écrivez un livre, un essai politique par exemple, mais que vous passez sur CNews et que vous avez... vous écrivez à destination de ces personnes âgées, typiquement Philippe de Villiers par exemple, ou même Éric Zemmour, là vous pouvez tout de suite toucher un public de plusieurs dizaines, même parfois centaines de milliers de personnes. Donc là, ça fait des chiffres formidables et vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Moi, non seulement j'écris des livres qui sont peu lus de manière générale, c'est-à-dire les livres politiques, philosophiques, de société, mais en plus auprès d'un public de jeunes qui lit encore moins ces livres-là. Et en plus, dans ce public de jeunes, il y a beaucoup en général de jeunes de gauche qui préfèrent lire des livres de gauche. Et à la limite, c'est quelque chose qu'on peut dire et qu'on peut reconnaître aux gauchistes, c'est qu'il y a une volonté d'apprendre des concepts, de se cultiver, qui est parfois plus grande que celle que l'on peut constater dans le public de droite. Donc vous voyez, je me mets vraiment des bâtons dans les roues, effectivement. Je m'adresse à un public qui est très étroit en réalité. Oui, je ne conseillerais pas ça aux gens si leur projet est de devenir millionnaire, mais ça me plaît, et puis j'ai quand même de la chance, moi, d'avoir un public que j'arrive à avoir, et c'est là où je suis peut-être un petit peu triste, mais c'est comme ça. Je suis obligé un peu de faire de l'Instagram, du YouTube, etc., alors que c'est un métier qui me déplaît profondément. C'est-à-dire qu'il y a parfois des YouTubeurs qui écrivent des livres. Vous savez, en fait, un livre est un objet, un produit quelconque qui pourrait sortir des... Situation. Oui, voilà, mais même à droite, il y a des gens qui écrivent des livres. Leur travail, c'est de faire du show. C'est ça leur vraie nature, c'est d'être dans le show, dans l'entertainment. Donc ils font du YouTube, ils font de l'influence, etc. Puis ils vont sortir un livre comme ils pourraient sortir, je sais pas moi, un mug avec leur nom, je sais pas, c'est un produit. Moi, c'est l'inverse. Moi, je suis un écrivain, un essayiste qui doit faire du YouTube et des réseaux sociaux pour pouvoir vendre. Mon rêve, croyez-le ou pas, ce serait de ne faire qu'écrire. D'écrire des articles simplement sur mon blog ou dans des magazines, écrire un livre par an ou tous les 2 ans, et de faire quelques conférences éventuellement, mais d'être tranquille sinon. Mais si je faisais ça, je vendrais beaucoup moins de livres. Et d'ailleurs, je le vois à chaque fois que je fais du YouTube, que je fais de l'Instagram, que je montre ma vie, que je me force à faire ce travail d'influence, je vends plus de livres. Parce que les gens ces jeunes notamment, viennent à moi par ce biais. Ils se disent, tiens, Rochdy, je l'aime bien, il a une belle famille, j'aime bien ce qu'il a dit sur tel sujet d'actualité, etc. Donc je vais acheter son livre. Pour être tout à fait honnête, ça m'embête. Mais je me force, parce que comme je vous dis, n'étant pas payé par une institution, n'étant pas payé par un grand magazine, n'étant pas payé par le CNRS ou que sais-je, je suis tout seul, en indépendant. Et je dois faire ce travail d'influence qui a quand même de l'intérêt, parce que c'est un travail aussi politique, évidemment, mais qui m'ennuie. Si je pouvais, je vous dis, être comme dans les années 60 ou les années même 80 ou avant encore, ou 19e siècle, n'écrire que quelques articles dans les magazines et écrire mes livres, je serais bien plus heureux, parce que j'ai un rapport à l'écran et à la caméra qui est plus compliqué que ce qu'on pourrait croire. Et pourtant, vous avez été un des premiers à faire du contenu sur YouTube. Mais j'y ai été forcé parce que forcément, comme je vous dis, je suis un indépendant, donc j'ai pas de. Moi, on m'invite pas à la télévision, je suis pas invité à la télévision. Dernièrement, je suis passé sur Europe 1 parce que j'ai pris une attachée presse. Donc, je commence à avoir un peu des ouvertures de ce côté-là. Mais honnêtement, je suis très peu invité, je suis pas institutionnel du tout, je suis pas mainstream, loin s'en faut, j'ai même pas la plume d'un universitaire. C'est-à-dire que peut-être que je retournerai à l'université un jour, j'ai envie peut-être de finir, j'ai un master, mais j'aimerais... Après, je me suis engagé en politique, donc j'ai arrêté mon parcours universitaire, mais c'est quelque chose que je regrette. Peut-être que j'aurais dû continuer à avoir un doctorat, et peut-être que je vais revenir à l'université pour avoir ce doctorat et peut-être être, je vais pas le dire comme ça, mais peut-être être professeur un jour. Pas en France, évidemment, parce que l'université est gangrénée par le gauchisme, mais il y a des possibilités ailleurs. Bon, bref.
avoir un parcours universitaire finalement me plairait. Mais en attendant, j'écris pas comme un universitaire, j'ai pas la gueule d'un universitaire, j'ai même pas la gueule d'un intellectuel, donc on me dénie même ce truc-là, et on sait pas pourquoi est-ce qu'on l'inviterait. Rochdy, pour parler de quoi, parce que je parle de différents sujets aussi, voilà, c'est compliqué à me suivre, hein, je peux le comprendre, hein, je peux écrire sur Nietzsche, la philosophie, je peux écrire un livre sur Homme et sous-homme, sur l'anthropologie et l'écologie, je peux écrire sur le féminisme, là j'ai écrit un livre d'histoire sur qui sont les Blancs, demain j'ai envie de travailler sur un tout autre sujet, je suis très éclectique dans ma façon d'approcher les sujets qui m'intéressent. C'est peut-être ça qui fait que vous n'êtes pas démodé, parce que si vous parlez que d'un sujet pendant 10 ans... C'est vrai aussi, mais ça peut aussi déstabiliser pas mal de personnes dans mon public, parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce que Rochdy, il est là, puis il est là. Certains parlent d'arc Rochdy, vous savez, il est sur son arc, un tel. Mais c'est pas ça, c'est que je suis extrêmement curieux, que je lis énormément depuis que je suis gamin, et que c'est vrai que je m'ennuie assez facilement. C'est-à-dire que je ne sais pas comment font les gens pour parler toujours des mêmes sujets pendant des années. Il y a des youtubeurs, des intellectuels, des idéologues qui me fascinent, mais vraiment, je suis fasciné par ça, parce qu'ils sont capables d'être sur un segment très caractéristique, très défini, et de faire des vidéos là-dessus, ou écrire des livres là-dessus pendant des années, toujours le même truc. Franchement, ces spécialistes-là me fascinent et me désespèrent un petit peu, parce que je me dis que ça doit quand même être très chiant, et que les spécialistes sont rarement les meilleurs spécialistes finalement de leur domaine. C'est ça qui est paradoxal. Quand on est spécialiste d'une matière, les universitaires sont très comme ça. Alors, je vais pas dire ça parce que sinon ils vont tous me sauter dessus, mais on creuse sa matière, et à la fin on tombe sur l'os, quoi. Mais on tombe à la fin sur rien, sur des cailloux. Alors que souvent, pour être capable de tirer la substantifique moelle d'une discipline, il faut être pluridisciplinaire et avoir des regards croisés. Et honnêtement, c'est ce que je pense avoir. Quand j'écris sur un sujet, on me le dit, parce que j'ai des universitaires quand même qui m'écrivent et tout, ils me disent « Waouh, t'as abordé ce sujet à travers un prisme auquel on n'aurait pas pensé, ou qu'on n'aurait pas osé exploiter, parce que c'est pas notre formation, etc. » Et oui, voilà, donc je sais pas comment font les gens qui ne parlent que du même sujet depuis des années, mais d'un autre côté, je comprends du coup qu'on se dise, mais Rochdy, il est sûr, il est là, mais il est là, et ça semble un peu bizarre, quoi. Je comprends. Mais c'est comme ça, c'est la curiosité me pousse à m'intéresser à plein de choses et être pluridisciplinaire, et je pense que il faut vraiment former les gens à être ainsi. Vraiment, je suis désespéré par ces spécialistes d'une seule... ceux qui n'ont qu'un seul livre, hein, comme disait Thomas d'Aquin, je crains l'homme d'un seul livre, disait-il. Des hommes qui sont dogmatiques, qui sont que sur leur spécialité. Je pense que c'est assez déplorable et assez dommageable à l'intelligence. Oui, même avant, c'était beaucoup plus courant d'avoir un mathématicien qui faisait de la philosophie, tout à fait. qui faisait des sciences. Mais en France, on aime... je dis en France parce que j'ai l'impression que c'est encore plus fort en France. On aime vraiment les catégories. On aime vraiment les catégories. Lui, moi je l'ai vu par exemple quand j'ai fait une conférence sur la chevalerie. Les historiens de gauche, évidemment, spécialistes du Moyen-Âge, me sont tous tombés dessus, mais avec une haine incroyable, parce que j'avais crime de lèse-majesté. Et pareil pour Nietzsche d'ailleurs, et beaucoup d'universitaires de gauche qui ont d'ailleurs souvent raconté absolument n'importe quoi sur ce que je disais sur Nietzsche. Émile Julien, Rochdy n'a rien compris à Nietzsche, etc., sans jamais le prouver. D'ailleurs, c'est une chose que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on dit que je n'ai rien compris à un sujet, vous ne verrez jamais d'explication derrière. Jamais. Jamais, à de très très rares exceptions. Parce qu'en fait, il joue simplement sur l'image mon image qui est en inadéquation avec mon sujet. Donc par exemple, si je parle de Nietzsche, vu que j'ai l'image du droitard qui fait du sport, etc., eux ils vont se dire, c'est un nationaliste qui pense que le surhomme c'est un type qui fait du bodybuilding, quoi. Et donc ça suffit pour discréditer mon rapport à Nietzsche, en fait, dire Rochdy a rien compris à Nietzsche parce qu'il pense que le surhomme c'est un mec qui fait du bodybuilding et de la boxe, et qu'en plus il est nationaliste alors que Nietzsche était très européen et était très critique des nationalistes. Bon, je n'ai jamais écrit ça, mais simplement mon image par rapport à Nietzsche fait qu'il peut se permettre de juste dire que j'ai rien compris à Nietzsche en utilisant simplement mon image. Pareil pour le Moyen-Âge. Quand j'ai fait une conférence sur la chevalerie, les historiens de gauche du Moyen-Âge ont dit mais Rochdy n'a aucune légitimité pour parler du Moyen-Âge, etc. Et puis quand ils ont osé critiquer ce que je disais vraiment, ils ont dit n'importe quoi. Mais
le cœur de leur critique, c'était de dire, bon, Rochdy est un masculiniste d'extrême droite, s'il parle du Moyen-Âge, c'est juste pour faire bander sur les chevaliers, les templiers, etc. Bon, encore une fois, plus compliqué que ça. Et c'est toujours pareil. Voilà. Justement, j'ai l'impression que c'est beaucoup ceux qui sont pluridisciplinaires, parce que je crois que Yuval Noah Harari, qui finalement écrit des essais qui sont pas du tout dans votre idéologie, il a les mêmes critiques, très intéressant, les historiens pour autant. lui tombent dessus. Ouais. Il a été beaucoup critiqué par rapport à Sapiens. Après, c'est humain, hein. C'est la défense de son précaré. Hein. Je veux dire, vous êtes universitaire. Faut voir en plus comme l'université vous formate, justement. Vous êtes universitaire, vous travaillez, vous creusez un sujet, on vous laisse dans ce sujet, vous le travaillez en permanence. Puis d'un coup, vous voyez un connard arriver, pardonnez-moi l'expression, et puis il fait une vidéo YouTube, il parle de votre sujet. Alors que lui n'a pas les diplômes, il n'a pas passé 15 ans à bosser ce même sujet. Je comprends que ça puisse énerver, honnêtement. Seulement, j'ai aussi quand même eu pas mal d'universitaires, des philosophes par exemple, des universitaires en philosophie, qui m'ont félicité pour mon travail sur Nietzsche. Des gens qui avaient l'esprit un petit peu plus ouvert et qui ont... Et dans Sur Homme et Sous Homme, abordons un sujet un petit peu politiquement incorrect, mais je parle d'une thèse selon laquelle les intelligences moyennes ont colonisé l'université. Ça va être assez terrible à dire, mais en fait, ce qui caractérise justement ces intelligences moyennes supérieures, mais plutôt moyennes, c'est justement d'être spécialisé dans des trucs et ne pas vouloir que d'autres personnes aillent sur leur domaine. Alors que plus vous allez vers les 130 de QI, 140 de QI, plus vous avez des gens qui, par nature, ont une curiosité insatiable et ont besoin d'aborder différents sujets, de travailler différents thèmes et d'être pluridisciplinaires. Et en fait, pour plein de raisons que j'explique, que je reprends, parce que c'est pas moi qui ai développé cette thèse-là, mais je la reprends dans Sur Homme et Sous Homme, les intelligences moyennes auraient, depuis 20-30 ans, colonisé l'université et l'académie, et auraient progressivement chassé les intelligences supérieures de l'université, au point que, en fait, régnerait aujourd'hui à l'université plutôt les 110, 115 de QI, qui, eux, sont très ancrés sur leur spécialité et ne veulent absolument pas qu'on vienne chasser sur leur terre. Bon... Je n'en dirai pas plus, mais ça veut dire beaucoup de choses à mon avis. Il y a quelque chose que vous avez dit qui est super intéressante, c'est que vous écrivez votre livre, évidemment pour votre base qui soutient vos idées, mais aussi justement pour ceux qui sont contre. Et ça, c'est hyper intéressant parce que nous-mêmes, on dit, voilà, si vous êtes de droite, il faut lire vraiment énormément d'ouvrages de gauche et vice-versa, vraiment confronter ces points de vue. Et vos livres s'y prêtent vraiment. Vous avez dit même que des féministes avaient lu L'amour et la guerre et avaient trouvé justement que ça faisait évoluer la cause des femmes. Pas mal de choses comme ça. Est-ce que vous voulez en parler ? Oui, j'ai de la chance de ce point de vue-là. C'est que, par exemple, L'amour et la guerre, qui est un livre critique du féminisme, mais qui n'est pas du tout anti-femme, au contraire, a trouvé un gros lectorat, et en particulier auprès des femmes. Et j'ai reçu beaucoup de messages de femmes anciennement féministes ou féministes qui se sont remis en question avec ce livre. Qui me l'ont dit en toute honnêteté. Ce livre m'a permis de remettre en question un certain nombre de choses qu'on m'avait mis en tête sur le féminisme, le rapport aux hommes, etc. Et il y a même des féministes autrefois très connus, du type Dora Muto ou Marguerite Stern, qui ont avoué très gentiment sur leurs réseaux sociaux, qui ont eu l'honnêteté de le dire, que ce livre les avait aidés à transformer progressivement leurs idées sur le féminisme. Donc oui, je suis content que ce livre soit lu, fut lu et continue d'être lu par des gens qui venaient d'horizons très différents. Et puis c'était souvent un cadeau qu'on faisait. J'ai eu beaucoup de messages comme ça. J'offre ton livre à ma cousine, à ma sœur. Et puis après, je recevais des messages. Merci beaucoup parce que ça a vraiment changé sa façon de voir les choses. Ça l'a remise en question et tout. Donc ça, j'ai eu vraiment la sensation d'avoir fait un bon travail pour la société. Et effectivement, j'ai pu aussi réussir ce coup-là parce que j'étais pas du tout anti-femme. Si mon livre s'était révélé être simplement une attaque contre les femmes, une attaque masculiniste contre les femmes et la féminité, oui, j'aurais pas pu convaincre bien des femmes de cesser d'être bêtement féministes, en tout cas féministes telles que la société nous le réclamait là, aux alentours des années 2018-2020. Et pareil pour philosophie de droite, ça c'est vous qui me l'avez appris, qu'il y a pas mal d'étudiants de gauche qui ont apprécié ce livre.
Parce que, c'est vous qui me l'avez dit juste avant que l'émission commence, parce que simplement ils n'avaient jamais eu connaissance en réalité des idées de droite, des idées conservatrices, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ils ne comprenaient pas non plus les racines de la droite, qui est en fait une réaction contre la Révolution française. Mais moi, je ne le savais pas non plus. Mais parce qu'en fait, en France, on n'apprend pas la base de la philosophie de droite, conservatrice et réactionnaire. On n'enseigne pas ces bases-là. Et très souvent, les politiciens, ceux qui sortent de sciences politiques, etc., connaissent que très très peu la pensée de droite. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent se permettre d'autant plus facilement de la mépriser, de considérer qu'être de droite, c'est juste vouloir défendre les acquis du capital, les privilèges, et puis un certain racisme, ou que sais-je. Dans le monde anglo-saxon, la philosophie conservatrice est beaucoup plus valorisée sur le plan intellectuel. En France, c'est le grand paradoxe, mais il s'explique par la mainmise de la gauche sur le monde de la pensée. Le paradoxe français veut que beaucoup de grands penseurs de la droite soient français, étaient des Français, mais qu'on les passe totalement sous silence, parce que toute pensée de droite en France est par nature une pensée d'extrême droite. Et quand une pensée est d'extrême droite, on peut la jeter aux oubliettes et non seulement la mépriser, mais en plus l'insulter. Or, c'est ça qui est dingue, c'est que la pensée de droite n'est pas d'extrême droite, je veux dire, à l'origine. Sinon, toute critique de la gauche est par nature d'extrême droite. Et en fait, c'est un sacré piège que la gauche a mis en place en France, parce que du coup, on ne peut pas penser à droite. Et si on ne peut pas penser à droite, eh bien effectivement, être de droite, c'est juste défendre les privilèges économiques, le capitalisme et je sais pas moi, le patriarcat et le racisme. Donc en fait, on est débile si on est de droite. Mais parce que si on pense avec les auteurs de droite, donc les auteurs type réactionnaires ou conservateurs, eh bien on est d'extrême droite. Je sais pas si vous voyez le piège. Et si vous êtes d'extrême droite, vous êtes non seulement débile, mais en plus vous êtes malveillant et vous voulez entraîner la société vers la haine, la guerre, le sang, etc. Donc en fait, vous êtes complètement piégé. Voilà. Vous ne pouvez pas penser avec les auteurs de droite et on ne les enseigne pas, nulle part. Et puis donc, il ne reste à la droite que la bourgeoisie bon chic, bon genre des Républicains et de l'UMP, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que Philosophie de droite n'est pas du tout un livre révolutionnaire, c'est un livre vraiment de militant. J'ai voulu présenter la pensée de droite telle qu'elle est née au 19e siècle, fin 18e et puis début 19e siècle, dans le sillon de la Révolution française. Et effectivement, même si on est de gauche, on devrait normalement connaître cette pensée de droite, ne serait-ce que pour être capable de la critiquer. Et c'est vraiment désespérant de voir qu'on ne connaît pas les bases de la pensée de droite en France. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Avec ce livre, on connaît les bases de la pensée de droite dans le monde, de la pensée conservatrice. Oui, comme je vous ai dit, ça... Enfin, il faut... De toute façon, nous, on appelle à lire un maximum de livres parce que de tout le bord politique, c'est ça qui fait qu'on développe vraiment un esprit critique. Est-ce que vous, justement, en tant qu'homme de droite, il y a des penseurs ou des livres dits à gauche qui vous ont fait profondément réfléchir et adopter un peu des valeurs dites de gauche ? Des valeurs, je dirais pas des valeurs, mais moi je lis constamment des auteurs de gauche. Je lis même des auteurs marxistes. Je lis Lucien Goldman, par exemple, en ce moment, en partie. Je lis... Alors, ce qui m'a intéressé à gauche, là, dernièrement, dans le marxisme, alors, d'une façon différente, évidemment, de l'approche marxiste, mais c'est la critique de l'idéalisme. La critique d'une façon de penser que je trouve extrêmement répandue à droite, et à l'extrême droite, encore plus à l'extrême droite d'ailleurs qu'à droite, et que je critique aujourd'hui véhément. Honnêtement, le matérialisme marxiste, même s'il a ses angles morts, s'il a, comme on dit, s'il a ses points aveugles, est souvent plus réaliste qu'un certain idéalisme de droite, qui simplement ne prend que les idées dans le monde des idées et pense qu'une idée est peut-être la même et peut-être aussi vertueuse et aussi bonne au 19e siècle qu'aujourd'hui, sans jamais les replacer dans leur contexte et sans jamais penser la dialectique en histoire. Je le remarque beaucoup en ce moment, ça. Sur des changements d'alliance, sur des changements d'approche, sur des changements... sur un monde qui change et qui nous oblige à nous resituer en géopolitique,
en politique intérieure, en politique globale, même culturellement. Non, la droite, et l'extrême droite en particulier, est de plus en plus idéaliste. C'est-à-dire, non, elle est fixée sur certaines idées, et ces idées valent toujours la même chose, quel que soit le siècle, quelles que soient les années, et il n'y a aucune vision dialectique, et c'est une droite qui a perdu même la pensée d'Héraclite, quoi, que on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, que les choses évoluent en permanence. Et moi, je suis très très sensible à ça aujourd'hui, à toutes ces évolutions qui obligent toujours à nous adapter intellectuellement et à comprendre par la dialectique ce que l'on peut faire aujourd'hui, comment on peut le faire, et en essayant d'éviter un maximum cet idéalisme qui est, à mon avis, totalement délétère et que je vois très 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 profondément ancrée dans la pensée de droite et qui la rend un peu ridicule en réalité. Donc là-dessus, les auteurs de gauche peuvent m'inspirer. Je trouve qu'ils ont raison, les marxistes en particulier, dans leur critique de l'idéalisme de droite. La droite est souvent beaucoup trop idéaliste pour avoir une approche concrète du réel. Et d'ailleurs, c'est paradoxal parce que la droite aime le concret et aime le réel, parce qu'elle le pratique, elle est dans la praxis du réel, alors qu'à gauche, c'est l'inverse. Il y a une analyse du réel à gauche, mais il n'y a pas de pratique du réel. Et donc, c'est ce qui biaise souvent son analyse, parce qu'elle aussi peut sombrer dans un certain idéalisme, alors qui n'est pas l'idéalisme philosophique, mais qui est un idéalisme politique. Mais bon, ce serait une analyse à faire. Est-ce qu'on le voit pas un petit peu dans la littérature déjà, avec Balzac et Zola, Zola s'appuie beaucoup plus sur voilà, la génétique déjà un petit peu à son époque. Et la sociologie, oui. Balzac est un immense sociologue également. Hein. Mais oui, il y a dans le mécanisme du roman du 19e siècle, il y a une analyse anthropologique, sociologique, une approche concrète du réel qui peut nous apprendre plein de choses et qui a d'ailleurs été extrêmement formateur pour énormément de penseurs politiques à leur suite. Balzac évidemment reste un réactionnaire, un conservateur. Il pensera toujours à l'ombre de l'autel et du trône. Enfin, il y a une belle phrase comme ça chez lui. Mais oui, c'est aussi pour ça que la France était intellectuellement au sommet du monde au 19e siècle. Quoique de moins en moins, mais progressivement ça passait du côté du monde anglo-saxon et surtout de l'Allemagne à cette époque. Mais il y avait une très belle approche du réel, des approches concrètes, c'est des approches qui ont pu ensuite nourrir le socialisme et le matérialisme marxiste. Parce qu'évidemment, on commençait à comprendre le monde à travers les différentes évolutions économiques, à travers les classes, à travers certaines sociologies, et qu'on s'apercevait que les idées n'étaient pas comme ça indépendantes et ne sortaient pas d'un monde éthéré que l'on pouvait déduire par la seule réflexion, mais que les idées, les réflexions, les analyses, les approches du monde étaient dépendantes de certaines conditions matérielles, de conditions même générationnelles. Moi, je travaille beaucoup en ce moment sur les idéologies de génération. J'ai écrit un texte dernièrement par exemple, à droite, dans la droite radicale, l'extrême droite. J'ai écrit un texte sur le changement de génération qui était en cours en ce moment, entre une génération que j'appelle souverainiste dissidente et une génération plutôt identitaire de droite. Et je commence à chaque fois, avant même que de parler de leurs idées, je commence par parler de la sociologie et du moins la place historique de ces générations. Pourquoi est-ce qu'elles pensaient de cette façon ? Parce qu'elles ont vécu elles ont vécu dans telles conditions économiques, telles conditions historiques, elles ont vécu dans leur chair et dans leur pensée telles évolutions dialectiques. Et c'est comme ça qu'on comprend comment les générations peuvent penser. Et tout de suite, quand on s'intéresse à la structure et au matériel, on va plus loin que la bêtise idéaliste qui est en fait l'écume des choses. Et à droite et à l'extrême droite, on s'intéresse qu'à l'écume des choses. On s'intéresse pas à la vague, on s'intéresse vraiment à ce que disent les gens. Mais c'est pas ce que disent les gens n'est que l'expression de structures extrêmement profondes. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on finit par sortir même de pensées complotistes ou de pensées purement populistes qui focalisent énormément et quasi exclusivement sur les intentions malveillantes des élites. Parce qu'on s'aperçoit qu'en fait le monde n'évolue pas de cette façon parce que quelques élites ont conspiré ou se sont dit tiens on va détruire la France et on va détruire... Non, ça nous fait plaisir de penser des choses pareilles. Mais en fait on s'aperçoit que non, on entre dans des processus qu'on peut appeler de décadence ou de mondialisation, de globalisme, etc. par
par des processus longs, historiques, culturels, économiques, etc. Et que les élites, telles qu'elles pensent, c'est-à-dire la superstructure, en fait, ne pensent que des choses qui sont directement dépendantes des conditions matérielles et des conditions générationnelles du monde, donc de l'histoire. Et ça permet de relativiser un certain nombre de choses, voilà, qu'on pense un peu trop facilement à droite et à l'extrême droite. Parce que la droite et l'extrême droite étant fondamentalement idéalistes, elles pensent que nous en sommes là, donc dans la situation qu'on peut juger très mauvaise, parce que des gens l'ont décidé. Et que des gens très méchants ont décidé ça. Et nous ont amenés de façon plus ou moins dissimulée, plus ou moins en conspirant, ils nous ont amenés à cette situation et que tout ça est voulu de façon, parce qu'on voulait, on voulait le mal pour le peuple, pour les Français, etc. Et ça, c'est d'un idéalisme d'enfant, c'est une pensée adolescente que j'avais quand j'étais moi-même adolescent. Et voilà, lire des penseurs de gauche plus matérialistes, et qui d'ailleurs, tous les matérialistes ne sont pas forcément de gauche, je tiens à le préciser, mais essayer d'avoir des analyses plus réalistes, plus concrètes, plus profondes, permettent de se débarrasser de ces pensées étudiantes, en fait. Mais qui sont majoritaires à droite et surtout à l'extrême droite. Très, très majoritaires. C'est laquelle, la théorie complotiste, qui, selon vous, est la plus répandue et fausse ? Quand on pense de manière idéaliste, comme je vous le décrivais, c'est-à-dire qu'on pense que le monde est tel qu'il est parce que des gens l'ont voulu comme tel. Après, il vous suffit de choisir un ennemi. Il vous suffit de dire que le monde est ainsi parce que ce sont les francs-maçons qui l'ont décidé. On peut ensuite dire que c'est les juifs. On peut dire que c'est les sionistes. On peut dire que c'est le Bilderberg. On peut dire que c'est les Illuminati. Après, en fait, ça n'a plus tellement d'importance. Chacun se choisit sa petite chapelle, d'ailleurs, et puis chacun me dit que c'est toute la faute de tel groupe. Bon, ça, c'est de l'idéalisme enfantin, voilà. Non pas qu'il n'y ait pas de logique de réseau. J'ai envie de faire un jour une conférence sur les logiques de réseau. Évidemment qu'il y a des réseaux qui poussent la société vers telle ou telle direction. Mais ces directions sont toujours imprégnées d'une direction générale de la société qui dépend de bien d'autres choses, de bien d'autres éléments beaucoup plus profonds. Et souvent, les élites qui nous dirigent, encore une fois, ne sont que des conséquences et non pas des causes. En réalité, les élites que nous avons sont pour l'essentiel des conséquences, des symptômes. Nos élites sont symptomatiques. Donc moi, par exemple, si je veux comprendre la société française, je l'ai fait dans un podcast que j'ai sorti au mois de mai pour comprendre qui dirigeait nos hommes politiques. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont cliqué là-dessus en se disant tiens, est-ce qu'on va apprendre qui est derrière nos hommes politiques ? Est-ce que ce sont les juifs, les machins hein ? Et en fait, j'explique que nous avons un Macron parce que nous avons la sociologie française qui, je ne vais pas reprendre tout ce que je dis, mais parce que nous avons une géronto-bourgeoisie qui a tel intérêt économique, etc., etc. Et la structure de l'économie française, et si on l'analyse profondément, est une économie de la consommation doublée d'une économie de la rente, etc., etc. Voilà pourquoi elle doit rester dans l'euro, et tout ça. Et donc en fait, pourquoi on a besoin d'immigration pour faire vivre une société de la consommation, etc. Donc je vais expliquer Emmanuel Macron par tous les ressorts profonds de la société française. Et à la fin, quand on a compris ça, le banquier à la tête qui est au-dessus d'Emmanuel Macron ou tel groupe de réseaux et d'influence agissent évidemment. Je ne veux pas dénier toute leur puissance, mais ils agissent à la marge seulement. Ce qui détermine Emmanuel Macron, ce qui fait un Emmanuel Macron, c'est tous ces éléments extrêmement compliqués à comprendre. Et c'est aussi pour ça que ces analyses sont minoritaires. Parce que regardez, si je dois vous expliquer Emmanuel Macron et que je vous dis c'est tel groupe qui l'a mis en place et c'est tel groupe qui lui donne des ordres. Et ce groupe est méchant. Il est très méchant. Donc ça, on est dans Star Wars, il y a les méchants et les gentils, le peuple est gentil, il est gentil, les élites elles sont méchantes, etc. C'est facile à expliquer ça. Et il y a plein de youtubeurs, plein d'idéologues qui se font des fortunes sur ces explications faciles. Maintenant, moi j'arrive et je vous explique, alors pour comprendre un Emmanuel Macron, il faut revenir, il faut comprendre l'économie française, etc., etc. Je suis chiant et c'est compliqué, quoi. Donc évidemment, pour avoir du succès sur Internet, il faut avoir un discours simple, les gentils, les méchants, et puis c'est ça que les gens attendent. Et c'est normal, parce qu'on a toujours été élevés de cette façon, que la religion à l'époque offrait ce narratif-là, il y avait Satan, le bien, le mal, etc. Et que les gens sont toujours très attachés à ces visions du monde binaire. Donc d'ailleurs, le complotisme, à mon avis, joue énormément sur ce vide créé par la fin de la religion, enfin en tout cas l'affaiblissement de la religion catholique en France.
C'est que, puisqu'on n'entend plus parler de bien et de mal à l'église, eh bien, on a besoin d'en entendre parler par, je sais pas moi, je vais pas citer des noms, mais par énormément de youtubeurs, de gens qui ont des chaînes qui font des milliers et des milliers de vues, parce qu'ils vous disent les élites sont méchantes et le peuple il est gentil. Et du coup, c'est une manière de séculariser un discours manichéen que la religion nous offrait avant. On a pas mal parlé de l'université, vous avez peut-être même parlé de potentiellement reprendre vos études. Vous êtes père d'un jeune garçon. Est-ce que vous aimeriez qu'il fasse des études et qu'il intègre peut-être des grandes écoles ? Oui, potentiellement. Faudra voir ce que deviendront ces grandes écoles à l'avenir, parce que là, il est encore jeune. Quand on voit les universités, notamment aux États-Unis, et le monde universitaire, à quel point il a été gangréné par l'extrême gauche, par la pensée wokiste notamment, bon, j'ai pas tellement envie qu'ils aillent. Quand on voit Harvard, par exemple, qui est quand même une sommité, Harvard est devenu un truc de woke absolument débile, et Trump a bien fait d'ailleurs de les menacer de couper tout leur financement, parce que ça va les remettre un petit peu dans le droit chemin. Et d'ailleurs, c'est ce que nous devrons faire en France. On va devoir menacer toutes les universités, de leur enlever toutes leurs subventions et peut-être de privatiser même totalement le monde universitaire et les études supérieures, parce que ces gens ne peuvent pas vivre au crochet de l'État pour développer des idées tout à fait woke et absolument insupportables. Les politiques servent à ça, en fait. Un politique, c'est quelqu'un qui est chargé de défendre l'intérêt du peuple, l'intérêt d'une population, d'une puissance, qu'elle soit française ou européenne, une civilisation, quoi. Ces gens semblent avoir un agenda tout à fait différent. Et donc on ne forme plus des élites politiques pour accomplir ce pourquoi elles sont faites normalement, à savoir défendre une communauté et promouvoir cette communauté. Donc c'est très très inquiétant. Honnêtement, si l'éducation supérieure reste un truc de gauchistes complètement fou, bah, il va se passer un truc simple, c'est qu'en fait on ne recrutera plus dans ces terreaux-là. Et puis on prendra, même pour la politique de demain, on prendra des gens qui viennent du privé, on prendra des gens qui viennent de bien d'autres horizons. Donc, est-ce que vous avez des conseils, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, est-ce que vous avez appris de votre expérience de père ? Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes parents ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui vous suivent dans ce monde-là, qui se disent, OK, avec tout ce qui se passe dans le monde, comment est-ce que je donne une bonne éducation à mes enfants ? Bon, déjà, je ne suis pas en mesure encore de donner des leçons parce que j'ai un enfant qui est jeune. Voilà, quand j'aurai 4 enfants qui seront tous à l'université, s'ils y vont, là, peut-être que je pourrais donner davantage de conseils, mais j'ai quelques idées sur la chose. En toute humilité, je peux donner quelques idées sur l'éducation, idées que j'ai simplement parce que je parle avec beaucoup de parents qui ont très bien élevé leurs enfants, que j'ai ma propre expérience personnelle avec mes parents, etc. Et puis l'analyse de la société actuelle. Je risque de dire des banalités, mais alors déjà quand même, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont élevés sans autorité, qui sont élevés dans l'idée que dire non et puis apporter certaines limites est quelque chose de fasciste, c'est quelque chose de mauvais qui va traumatiser l'enfant. Il y a la peur de traumatiser l'enfant aujourd'hui. Et ça, c'est une absurdité totale. Un enfant a besoin d'amour, énormément d'amour bien sûr, mais il a besoin aussi de beaucoup d'autorité. Et c'est inscrit même dans la psyché de l'homme comme espèce. Parce que l'homme a besoin vraiment des deux. On est une espèce sociale, donc on a besoin, dans une tribu, de connaître les limites, de connaître le nom et de connaître évidemment l'amour et l'affection. Et si vous élevez un enfant qu'avec amour et affection, sans autorité, vous en faites quelqu'un qui sera incapable de se gérer pour demain. Et ça fait très peur de voir beaucoup de gosses qui sont incapables et qui risquent d'être extrêmement malheureux demain, parce qu'ils seront incapables de supporter la frustration, incapables de supporter le nom de la société. Et j'en vois plein, et ça fait peur. Et de l'autre côté, si vous élevez votre enfant qu'avec le nom, qu'avec autorité, qu'avec discipline, et que vous ne lui donnez pas d'amour, là, vous risquez d'en faire un psychopathe. Donc, en fait, il faut les deux. Et peut-être qu'à l'époque, il y avait une éducation qui était trop centrée sur l'autorité et passée sur l'amour. Et c'est très bien qu'on ait évolué là-dessus et qu'on soit capable aujourd'hui de donner beaucoup d'affection, de soutien émotionnel à l'enfant. Mais si c'est pour oublier la tradition, la discipline, l'autorité, le nom, on passe d'un extrême à un autre. Et c'est très, très mauvais pour l'enfant. Un enfant a vraiment besoin de ces deux jambes, la jambe de la discipline, de l'autorité et la jambe de l'amour. Donc si vous arrivez à donner ça à votre enfant, c'est déjà gagné. Et après, sur l'éducation quotidienne, il y a le risque des écrans, évidemment, qui est très très fort. Je voyais encore une
Et je lisais quelque chose encore hier qui montrait qu'un enfant qui passe trop de temps sur les écrans pour regarder des dessins animés entre 0 et 3 ans perd je ne sais pas combien de pourcentage de matière blanche dans le cerveau, qui est une matière très importante. Bon voilà, c'est assez terrible de voir ça. Quand on voit le mal que les écrans peuvent faire aux individus, y compris adultes, y compris moi, c'est sûr que sur les enfants, c'est quelque chose qu'il faut absolument fuir, parce que ça peut détruire totalement leur cerveau, leur évolution, leur mentalité. Il faut essayer d'élever au maximum ces enfants sans écran, mais bon, j'entendais dernièrement que les collèges, et certains collèges et certains lycées désormais demandent de télécharger des applications pour faire leurs devoirs, etc. C'est-à-dire que les professeurs maintenant passent par les téléphones, par les smartphones pour faire des devoirs le soir, etc. Donc je veux dire, si l'école et le système éducatif français ne poussent pas au maximum au rejet des écrans pour être capable de retrouver l'écrit dans des cahiers et l'oral, alors il va falloir qu'on crée nos propres systèmes éducatifs, il va falloir qu'on quitte la France pour mettre encore ces enfants dans des systèmes éducatifs sains, il va falloir qu'on intègre exclusivement les réseaux de l'éducation catholique et les bons, qui rejettent les téléphones, les smartphones, etc. Et puis il y aura une division très nette cognitivement entre les enfants qui ont été élevés avec les écrans et qui seront des débiles mentaux, et puis les enfants qui auront conservé une éducation, une instruction traditionnelle et classique, et qui seront plus intelligents, qui sont capables qui ont un regard critique, etc. Donc on va clairement vers cette division extrême d'un point de vue cognitif, qui nous ramène à Nietzsche d'ailleurs. Nietzsche disait qu'il se formait une classe d'esclaves et que ce qui était important était qu'il se forme aussi une nouvelle noblesse. Je crains que là-dessus il ait raison. Il va y avoir des majorités de débiles mentaux qui ont leur système dopaminique absolument défoncé avec ces petites vidéos, qui sauront plus écrire, plus penser autrement que par l'utilisation de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle, qui est un autre sujet, qui rend la chose encore plus violente. Et puis ceux qui auront pu bénéficier d'une instruction encore traditionnelle, classique, qui auront lu des livres, qui ont écrit dans leurs cahiers, qui auront eu des discussions, des dialogues sur la chose de l'esprit, qui eux seront toujours des êtres humains intelligents et capables de critique, d'autocritique, etc. D'ailleurs, je me disais, il ne faut pas tout rejeter, il ne faut pas être exclusivement pessimiste, on est capable de bien s'adapter. Par exemple, je lisais que l'intelligence artificielle faisait aujourd'hui la plupart des devoirs des gamins à leur place. Bon. Et que c'était de plus en plus compliqué pour les professeurs de savoir distinguer ce qui était écrit par l'intelligence artificielle et écrit par les élèves. Bon, si on regarde juste la chose comme ça, on se dit, c'est foutu alors. Si les gamins vont faire tous leurs devoirs avec l'intelligence artificielle, c'est catastrophique. Mais en fait, on peut le voir différemment. On peut se dire que on peut sortir de cette ère de l'écrit uniquement pour retourner finalement à une ère où, à l'époque, l'université, c'était du dialogue, c'était du discours, c'était de la rhétorique. Et on apprenait même en parlant. Et on faisait réciter, etc. On peut réadapter l'université, l'école, de manière générale, le lycée, de sorte à ce qu'elle fasse beaucoup plus la part belle à l'oral. Et là, si c'est l'oral, vous pouvez plus tricher avec ChatGPT. Vous pouvez plus tricher. Vous pouvez pas faire votre devoir par l'intelligence artificielle. Si demain je vous interroge sur Platon ou je sais pas moi d'un truc un peu moins sur Émile Zola, parce qu'on parlait de littérature, et que les élèves doivent parler d'Émile Zola pendant un quart d'heure, une demi-heure au tableau et en discuter ensuite, on retrouve une forme d'éducation qui était l'éducation de base dans l'Antiquité, c'est-à-dire l'oralité, qui est très bonne pour l'esprit. Et au moins, ça permet d'éviter la triche par ChatGPT. Donc, par exemple, il y a toujours de bonnes choses à faire malgré les smartphones, quoi. Oui, tout n'est pas foutu. Non. Ça peut même rendre, à mon avis, les élèves encore plus intelligents, d'être capables de discuter, c'est la maïeutique, la critique, l'interrogation, c'est ça qui forme vraiment l'esprit, plus davantage que simplement copier quelque chose sur un cahier. Donc, non, le retour de l'oralité, le retour de l'apprentissage par la maïeutique peut être hyper intéressant. Super. Et peut permettre de couper l'herbe sous le pied de ChatGPT, quoi. C'est un sujet intéressant. Il y en a un autre qui vous différencie un petit peu de la droite, c'est
c'est le sujet de l'écologie. Vous en avez parlé depuis quelques années maintenant, peut-être 2 ou 3 ans. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que vous le mettez en place dans votre vie? Comment est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait attention à la nature dans votre vie? Alors, d'abord, ça venait d'une réflexion. Ma réflexion sur l'écologie a commencé avec l'amour et la guerre, et même un petit peu avant, c'est-à-dire sur la psychologie évolutionniste. C'est d'avoir compris que nous avons des natures biologiques, génétiques, biologiques, formées par l'évolution évidemment, donc en évolution, mais en évolution lente, et que certaines natures devaient être dans des environnements adéquats, devaient être dans des environnements sains pour pouvoir mieux s'exprimer et ne pas tomber malade à la fois sur le plan du physique et à la fois sur le plan de l'esprit. Et j'ai fait comme ça ce rapport entre les idées nihilistes, les idées de gauche pour moi, les idées terribles et qui peuvent entraîner une société vers une catastrophe, et la pollution générale, le fait de vivre dans un mismatch, c'est-à-dire une inadéquation entre notre nature et le monde qui nous entoure. Je pense que si vous mettez un lion, c'est bien connu, lorsque vous mettez un animal sauvage en prison, c'est-à-dire dans un zoo, très souvent, vous voyez chez lui des comportements qui sont complètement dingues. Les lions qui sont enfermés dans des petites cages finissent par se taper la tête jusqu'à en mourir. On voit ça chez les orques aussi, qui sont dans des bassins trop petits, qui sont pas faits pour eux, qui sont faits pour l'océan. Ils vont se taper sur les parois du bassin jusqu'à devenir dingues. Et bien en fait, j'ai fait cette même analyse sur l'être humain. J'ai dit, mais en fait, l'être humain ne vit peut-être plus dans un environnement qui est sain pour lui, qui est un environnement beaucoup plus proche de la nature. Et donc, sa manière à lui de se taper la tête sur les barreaux, c'est de développer des idées complètement dingues qui doivent l'amener à son suicide, à la fois personnel et surtout collectif. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi sur les idées nihilistes, donc c'est la thèse de base essentielle de Surhomme et Sous-Homme. Certains environnements nous poussent à avoir des idées de merde, et ces idées de merde nous poussent à notre propre destruction. Et donc, pour sortir de ce processus fatal, il faut que nous retrouvions des environnements qui soient plus sains pour nous. Et dans ce rapport au sain, il y a un rapport à la nature. Voilà. Le fait de... Et aujourd'hui, c'est connu, quand vous vivez plus proche de la nature, que vous marchez très souvent dans la forêt, etc., ça n'a que des bénéfices sur votre esprit. Tandis que vivre en ville, entouré de grilles, être dans un environnement pollué, ça a non seulement des conséquences négatives sur votre physique, on le voit avec les perturbateurs endocriniens, les gens qui ont de plus en plus de mal à faire des enfants, la baisse de taux hormonaux normalement positifs, comme la testostérone, plein d'éléments qui détruisent notre physique et détruisent aussi nos idées. Donc ma réflexion écologique était celle-ci, et elle se télescope avec l'écriture de Philosophie de droite en 2022, avec une philosophie conservatrice, qui est une philosophie qui est très proche également de la défense de la nature, de la défense des écosystèmes, puisque la pensée conservatrice, l'idéologie conservatrice, veut essentiellement défendre un écosystème culturel, c'est-à-dire la civilisation, la société, mais qui est lié à un écosystème plus large, qui est le rapport à la nature. Donc je me suis retrouvé totalement dans cette pensée écologiste en tant qu'homme de droite. Défendre un environnement sain pour éviter les idées nihilistes, et défendre un environnement sain parce qu'il est générateur d'une civilisation et d'une culture que j'aime. Donc voilà pourquoi j'ai défendu l'écologie, et contrairement à beaucoup de gens de mon camp qui estiment que pensant toujours en réaction, que parce que, les idées, les alertes sur le changement climatique ou les alertes écologistes viennent de gros gauchistes insupportables, il faut s'opposer à eux et considérer que toutes ces idées sont nulles. Non, il faut être plus subtil. Les gauchistes peuvent avoir raison parfois dans leur approche du monde et de l'écologie. Donc en quoi on peut réfléchir là-dessus ? J'ai essayé de penser la décroissance, par exemple. Est-ce que la décroissance est intéressante pour une société ? Alors là, je suis rentré dans des gros conflits avec mon camp, parce que la croissance, c'est un veau d'or. Dans la croissance économique, il faut à tout prix la conserver, c'est très important, et c'est ce qui nous différencie des gauchistes qui veulent nous ramener à l'âge de pierre, etc. Donc il y a eu des débats très intéressants. Bon, je vais un jour produire un travail sur la pensée des libéraux autrichiens, l'école autrichienne en économie et la décroissance. Alors là, personne n'est prêt, c'est-à-dire que je vais montrer que si en fait on appliquait les pensées ultra-libéraux de l'école autrichienne, on arriverait dans une certaine décroissance dans un premier temps. Okay. Parce qu'évidemment, on sortirait de la création monétaire, de l'inflation et du seul calcul de la croissance sur l'évolution du PIB,
qui est en fait assez peu révélateur d'une véritable richesse de société. Donc j'arrive à marier l'école autrichienne, de laquelle je me sens assez proche, et une certaine analyse de la décroissance. Ça, personne n'est prêt pour cette réflexion, mais... Ce sera dans votre prochain livre ? Non, je sais pas, j'en ferai un article, je pense, mais si on en juste pour comment dire, spoiler un peu, si on en revenait vraiment au principe de l'école autrichienne avec une monnaie qui soit adossée à un standard or, etc., ben on entrerait immédiatement dans une déflation qui serait en fait une décroissance pour quelque chose de positif in fine en société, parce que j'ai jamais prôné la fin de l'évolution, la fin du progrès, la fin de notre dynamique occidentale. Au contraire, tout surhomme et sous-homme cherche à développer l'idée que l'Occident est une dynamique et que cette dynamique doit se régénérer par une certaine dose d'écologie, mais non pas pour revenir aux charrettes et aux maisons faites enfin je sais pas moi, avec en bois et en boue. Non, c'est pas ça, c'est au contraire pour être capable d'encore plus de force dans les années à venir. L'écologie est pour moi un retour à la santé. Donc pour répondre à votre question sur comment est-ce que je le vis à titre individuel et familial, pour moi c'est un rapport à la santé. C'est ce que je mange, comment je consomme, qu'est-ce que je donne à mon enfant, l'air que je respire, essayer vraiment d'avoir toujours cette connexion avec la nature pour être le moins déprimé possible, me sentir le mieux possible dans mon corps et donc dans mon esprit. Éviter les gaspillages au maximum, éviter d'acheter tout et n'importe quoi, essayer de recycler, voilà. Vous n'achetez pas d'habits sur Shein ? Non, j'essaye. C'est pas j'essaye, ça c'est certain que ni ma femme ni moi n'achetons là-dessus. Et effectivement, c'est typiquement le genre d'économie que l'on pourrait critiquer avec une écologie de droite, à travers une écologie de droite. Ouais, cette économie-là du tout jetable, ok, elle fait des points de croissance, mais est-ce qu'elle apporte de la vraie richesse à la société ? C'est pas sûr. C'est même plus que ça, c'est absolument certain que cela n'apporte aucune véritable richesse à la société, donc aucune véritable croissance de la société, mais croissance au sens le plus positif possible. Donc, moi je pense qu'on doit effectivement nous armer d'un discours écologique de droite qui permettra de critiquer certains pans de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, qui n'apportent rien, détruisent à la fois notre écosystème mais aussi notre anthropologie, et qui, in fine, amèneront une société qui ne sera pas du tout positive, y compris d'un point de vue capitalistique. Et est-ce que vous avez un peu des petits tips très concrets pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas du tout par où commencer pour avoir une alimentation plus saine, parce qu'ils peuvent se dire, même les meubles, il y a des perturbateurs endocriniens partout, ils peuvent se dire, mais en fait, tout est pollué, donc en fait, à quoi bon ? De toute façon, il y a tout qui est mauvais pour la santé. J'ai du mal à penser de cette façon, parce que justement, vu que énormément de choses est polluée aujourd'hui, il faut éviter un maximum, il faut se battre un maximum. Oui, on ne pourra pas échapper à 100% à la pollution et aux perturbateurs endocriniens, ça c'est certain. Mais on peut faire en sorte d'en éviter au maximum pour vivre sainement. Et il faut bien comprendre quand même que avoir être pollué, être perturbé dans ce domaine, dans le domaine endocrinien par exemple, c'est subir des conséquences extrêmement négatives pour sa vie de tous les jours. C'est pas qu'un truc, parce que si on dit ça aux jeunes, si on leur dit oui, vous allez choper un cancer à 60 ans, en fait, quand on est jeune, on s'en fout un petit peu, puis on se dit que peut-être que dans 50 ans, il y aura des nouvelles évolutions en médecine qui me permettront de me soigner. Donc en fait, ça parle pas simplement de faire peur avec le cancer ou des maladies graves. En revanche, être profondément carencé et avoir des problèmes sur le plan hormonal, ça peut vous amener à être beaucoup plus dépressif, beaucoup moins fort, vous enlevez l'allant que vous pouvez avoir dans votre vie tous les jours, vous posez évidemment beaucoup de problèmes de fertilité pour les femmes, pour les garçons. Les garçons en souffrent énormément. Je crois que c'est pour les couples qui ont du mal à faire des enfants, ça vient essentiellement des garçons aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous impacter négativement dans notre vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne suffit pas de se dire, de toute façon, tout est pollué, donc il n'y a rien à faire, alors continuons, quoi. Au contraire, vous allez avoir une vie de merde si vous vous laissez polluer totalement à la fois par le corps et par l'esprit. Moi, je sais que si je bouffe des choses trop sucrées, de la nourriture industrielle, je le ressens tout de suite sur mon corps et direct sur mon esprit. Si je bouffe de la nourriture industrielle pendant quelques jours,
que je prends trop mon téléphone. Moi, j'ai fait en sorte d'enlever tous les réseaux sociaux, etc., pour justement ne pas avoir cette addiction-là, parce que cette addiction existe. C'est très très fort. On peut en parler si vous voulez juste après. Donc, je consomme trop de contenu numérique nul, c'est-à-dire à scroller, etc. Donc, si je bouffe mal, beaucoup de sucre, que je regarde mon téléphone, que je fais pas d'activité physique, ou pas trop en tout cas, j'entre dans un processus qui, immédiatement, au bout de 24 heures, me déprime, me donne envie de rien faire, me pousse à la fainéantise et à la flemmardise absolue, m'empêche de dormir, me fait mal dormir. Très vite, je dors extrêmement mal. En plus, moi, je suis plutôt de tendance insomniaque, donc la moindre petite perturbation peut me faire passer des nuits catastrophiques. Et donc, je rentre dans un cercle vicieux qui fait de moi une merde, quoi. Je suis désolé de le dire ainsi, mais c'est comme ça. Or, combien de gens sont dans ce truc-là ? Et puis, si vous ajoutez l'alcool, et pire encore chez les jeunes, la fumette, le fait de fumer du shit, du cannabis, etc. Mais là, vous entrez dans un processus qui va vous entraîner qui vous amène à une décadence, une déchéance individuelle. Et ce qui est terrible, c'est que plus vous êtes là-dedans, moins vous vous en rendez compte, ou alors même, de toute manière, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour vous en sortir. C'est assez fou. Je suis capable de le vivre, moi, qui pourtant est plein de prévention à l'égard de tous ces trucs-là. Moi, je le vois. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai un week-end où je suis seul, j'ai accès à mon téléphone, j'ai eu une semaine, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait plein de trucs, allez, je vais me bouffer un McDo, je vais faire un truc. Putain, mais vous êtes assis sur votre canapé, vous pouvez rester des heures sur votre téléphone, et puis vous avez bouffé du sucre, donc vous avez encore plus envie de bouffer du sucre, et vous rentrez dans ce schéma-là, et le lendemain, vous êtes fatigué, vous avez mal dormi, etc., donc vous avez encore moins envie de faire des choses, donc vous reprenez votre téléphone. Et Nietzsche a une phrase qui résume tout. Celui qui est fatigué cherche ce qui lui nuit. C'est quelque chose que vous pouvez constater à titre individuel. À chaque fois que vous êtes fatigué, c'est un processus psychologique et physiologique même. Dès que vous êtes fatigué, vous cherchez ce qui vous nuit. Vous allez bouffer plus facilement des choses mauvaises, plus de gras, plus de sucre. Vous allez plus facilement aller regarder des trucs que vous ne devriez pas regarder, qui vous pourrissent le cerveau, etc. Et tout cela vous fatigue. Donc, cercle vicieux. Donc voilà, l'écologie pour moi, c'est une façon d'aller vers la grande santé et d'éviter tous ces trucs-là. Non, c'est super intéressant parce que pareil, j'avais pas de réseaux sociaux avant d'avoir des entreprises et je m'étais dit que je ne tomberais jamais dans ces addictions parce que j'en avais jamais eu, ça m'intéressait pas. Et en fait, il suffit qu'on poste une vidéo, on regarde ses statistiques, ils nous proposent d'autres vidéos et en fait, ça va vraiment tout seul et tout le monde peut tomber addict à ces trucs. Ah, moi, je me mets j'ai un code sur mon téléphone que me met soit ma femme, soit ma mère, parce que je veux pas. Je sais que je suis fragile, et pourtant, je veux dire, dans ma vie. L'algorithme cible bien en plus. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, moi, dans ma vie, je fais plein de choses, j'ai fait plein de choses dans mon. Enfin, je me pousse beaucoup, je suis très exigeant vis-à-vis de moi-même, etc. Et pourtant, je peux tomber là-dedans. Je suis faible sur ça, parce que c'est de la drogue, hein. Ça agit de la même manière que la cocaïne, hein, et que les autres drogues, ça vous envoie de la dopamine dans le cerveau. La dopamine, ça vous pousse à continuer. C'est ça la drogue. La drogue, je veux dire, la cocaïne, tout ça, ça marche exactement de la même façon qu'un short sur YouTube ou un réel sur Instagram. C'est le même phénomène. Donc, vous tombez là-dedans, et si vous n'êtes pas capable d'apporter des limites aux applications, d'avoir même un contrôle extérieur, ce que moi je fais, c'est-à-dire j'ai un code, au bout d'un moment je peux pas, je peux plus, bah, je pose mon téléphone et terminé. Mais je préfère être là-dedans parce que on trouverait tout à fait légitime d'empêcher, je sais pas, un enfant de prendre de la cocaïne, tiens, ou que la police vienne nous tombe dessus si on en consomme, etc. Donc qu'il y a une puissance extérieure qui nous empêche cela. Et pourtant, on trouve tout à fait normal d'ouvrir son téléphone et de pouvoir consommer du format court. Par exemple, on ne parlait que de ça sur TikTok ou ailleurs, pendant des heures. Alors que c'est sur le cerveau, c'est exactement les mêmes effets. Ça envoie de la dopamine. Ça active les circuits dopaminiques. La cocaïne fait exactement la même chose. Donc, si on interdit la cocaïne, pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas un petit peu plus sérieusement ces processus sur les smartphones ? Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Et ça peut faire de vous un déchet de la même manière. Donc, je sais que quelle que soit sa puissance individuelle, quelle que soit sa discipline intérieure, il est très très compliqué de lutter contre ça. Et moi, j'ai viré tous les réseaux sociaux, j'ai plus rien sur mon téléphone.
Et comme ça, et c'est contrôlé par un coach, je peux même plus le télécharger, j'ai plus accès à l'App Store. Donc comme ça au moins. Voilà, mais parce que sinon, je sais que je rentre dans des... Alors parfois, je demande à ce qu'on me le désactive, parce que voilà, j'ai un peu la flemme, donc j'ai envie de passer une après-midi à regarder un peu les réseaux sociaux. Mais je vois le processus dans lequel ça m'entraîne. Et ce qui me fait très peur, c'est de me dire que, voilà, je le répète, mais moi, avec ma discipline, mon exigence, mon amour de la vie, etc., si j'arrive aussi facilement à tomber là-dedans, mais mon Dieu, le nombre de jeunes, le nombre de gens bien, là, qui doivent se faire complètement bouffer par ça. J'ai pas les statistiques, mais il y en Mais a ça qui me fait passent. très Il y en a peur. énormément qui Ah ouais, passent non, mais 10 heures par jour. ça me fait extrêmement peur, parce que je me dis, mais il suffit que quelqu'un ait pas forcément une vie très intéressante, qu'il se fasse un peu, voilà, qu'il s'ennuie un petit peu. En fait, tout va le pousser à consommer des vidéos courtes, du porno, à mal manger. Enfin, c'est trop facile. C'est trop facile de tomber là-dedans. Dernière question sur l'écologie. J'ai des images que je crois que vous avez vous-même partagées. Je les mettrai... enfin, elles seront mises en post-prod en grand. Est-ce que vous pensez qu'un jour le monde pourrait ressembler à ça ? Ben, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En fait, il y a eu pas mal de types qui ont essayé d'imaginer une société futuriste et écologique à la fois. Et c'est ce que j'ai appelé la biocivilisation dans mon livre sur Hommes et sous-hommes. Et en fait, il faut se projeter des images, des images mentales pour voir ce vers quoi on pourrait aller. Il faut avoir certains idéaux comme ça. C'est ce qui nous pousse à nous battre en politique, à faire des choses. C'est on projette un idéal. Tout le livre sur Hommes et sous-hommes est basé là-dessus, sur l'idée que l'intelligence vient de la projection idéale. C'est parce que l'intelligence est née, à mon avis, parce qu'on on cherchait son chemin vers la proie. Et donc la proie était projetée dans l'esprit comme étant quelque chose d'idéal. On voulait manger. Donc on pensait à la proie, et en pensant à la proie, on se disait comment est-ce que je peux l'atteindre ? Et l'intelligence a été formée à travers les milliers d'années par cet objectif, cette projection idéale. Et donc tout individu et toute société doit projeter un idéal, c'est vers quoi on doit tendre. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est l'un des drames de la démocratie libérale, c'est qu'en fait, on ne projette plus d'idéaux. On sait plus vers quoi, on nous dit plus vers quoi on doit aller. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, en fait, j'ai voulu travailler un petit peu sur cette idée de biocivilisation et de société futuriste et à la fois très proche de la nature, parce que c'est un idéal, je trouve ça serait super. Et les images que j'ai partagées de certains artistes ou de l'intelligence artificielle, je trouve que c'est des mondes dans lesquels on a envie d'être, quoi. Des mondes verts et à la fois extrêmement futuristes. Et je crois à la chose possible, et j'ai envie de la croire possible. Parce que même si on n'arrive pas totalement à cette société-là, le fait de s'orienter intellectuellement et politiquement pour l'atteindre, ça nous rend plus vertueux, ça nous pousse à faire de bonnes choses. Donc voilà, moi j'aimerais vivre dans ce monde-là, effectivement. Un complètement futuriste, totalement idéalisé, je ne suis pas naïf, etc. Mais, comme je le répète, c'est une projection idéale et nous avons besoin de projection idéale. On a besoin de savoir où est-ce qu'on pourrait aller du mieux possible. Voilà. Et puis, c'est pas technologiquement impossible, quoi. Non, absolument pas. D'ailleurs, pour être un petit peu plus concret, effectivement, un monde qui se débarrasserait petit à petit des énergies fossiles, qui serait beaucoup plus dans l'électricité, la production électrique via le nucléaire, la fission, qui nous permettrait de produire une énergie à bas coût et abondante, le changement peut-être de matériaux que nous pourrions utiliser, peut-être demain le minage des astéroïdes, etc., nous permettrait finalement d'économiser la Terre, de prendre davantage soin de la Terre, tout en étant techniquement très évolué. Il faut croire à ça, il faut vouloir cela. Si on propose comme seule possibilité d'avenir un monde trop urbanisé, où la Terre sera à moitié détruite par l'activité économique humaine stupide, on n'a pas envie de se projeter dans le futur, et on n'a plus envie de faire d'enfants, on n'a plus envie de s'engager politiquement, et à la fin, ça crée une société nihiliste, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tandis que si on dit aux Européens, les Occidentaux, vous voyez, à quoi pourrait ressembler le monde de demain pour nos enfants, ça peut être cool, et allons-y, quoi, comme dirait l'autre. Je voulais reparler de petites questions dans vos livres.
Par exemple, dans L'amour et la guerre, vous évoquez, donc comme on en a parlé au début, c'est pas anti-femme, c'est pas masculiniste, et justement, vous évoquez l'idée que il y a des causes historiques, comme le fait que avant les hommes s'occupaient de la guerre, ils allaient travailler, donc ils ramenaient de l'argent, et qu'aujourd'hui, finalement, s'il y a des soucis plutôt d'ordre de la sécurité, une femme peut appeler la police, elle gagne autant d'argent. Enfin, elle peut avoir de l'argent comme les hommes, etc. Et que du coup, il fallait que les hommes se réinventent dans ce monde-là. Qu'est-ce que vous conseillez aux hommes qui nous regardent et qui se sentent un peu inutiles, entre guillemets? D'abord, je vous ferai remarquer que c'est exactement ce que je vous disais par rapport à l'idéalisme et les analyses plus réalistes et structurelles. C'est que finalement, j'avais commencé très tôt, parce que même avec cette histoire de féminisme, vous aviez toute l'extrême droite et la droite qui disaient les idées féministes viennent des féministes, donc des malveillants, encore une fois, c'était intentionnel, les intentionnalistes, des féministes s'étaient réveillés du jour au lendemain, avaient dit tiens, on veut l'égalité des femmes, etc., sans penser aux conditions matérielles qui permettaient cela. Et puis vous avez une analyse donc plus structurelle, celle que j'ai faite, mais je suis pas le seul, qui a dit en fait si on en est là, c'est parce que l'économie a changé, on est passé d'une économie industrielle à une économie tertiaire, parce que l'arrivée d'eau courante dans les maisons a permis que les femmes soient plus seulement occupées, enfin plein de choses matérielles qui ont amené le féminisme, qui n'est encore une fois qu'une conséquence. L'idéologie est une conséquence de plein de causes matérielles, et générationnelles. Oui, les hommes doivent trouver une nouvelle façon d'être eux-mêmes dans une société qui a aplani certaines conditions matérielles. Et c'est très compliqué, évidemment. C'est très compliqué. Après, il y a plein de petites choses. Je sais pas, il y a des choses qui peuvent être à la fois très triviales et d'autres plus supérieures. Chose supérieure, c'est d'être capable de s'engager pour se battre dans des domaines passionnés comme la politique, ou s'engager encore dans l'armée, faire du sport, être dans le challenge, la concurrence, dans des domaines que les femmes apprécient, en tout cas, ou apprécient de loin. Il y a quand même, je trouve, bien des façons d'être encore un homme dans la société actuelle. Et puis au moment, j'avais fait une blague, j'avais dit, par exemple, à l'époque, les hommes amenaient la nourriture. Ils amenaient la food on the table. Ils allaient chasser, ils amenaient l'argent, donc ils amenaient la nourriture. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, effectivement, parce que plus personne ne va chasser. Enfin, très peu de gens vont chasser, et puis on n'a plus besoin d'aller chasser pour manger. Et puis les femmes gagnent de l'argent, donc elles peuvent très bien aller au supermarché. Mais par exemple, nous les hommes, on peut se mettre à cuisiner. Et donc finalement, les food on the table, c'est toujours les hommes qui l'amènent à la fin, dans l'assiette. Moi, par exemple, je cuisine. Et je sais que les femmes adorent ça quand on cuisine. Quand un homme est cuisinier, je sais que j'ai toujours eu un grand succès grâce à ma cuisine. C'est une petite manière de rigoler, mais c'est rigolo, mais voilà, on peut adapter les besoins archaïques aux conditions modernes. C'est compliqué, mais on peut toujours le faire. Voilà. Je pense qu'on peut toujours, en tant qu'homme, s'engager dans des logiques de compétition, s'engager de façon passionnée, travailler sur son corps pour être toujours viril, et cette virilité est aujourd'hui nécessaire. Dans la rue, la rue est devenue un domaine qui est dangereux. Je veux dire, il y a de l'insécurité, être capable de se battre, être capable de défendre sa famille et sa femme. C'est d'ailleurs, je lisais une étude en psychologie évolutionniste qui montrait que le trait le plus attirant chez un homme était toujours aujourd'hui la capacité à la protection. C'est-à-dire que les femmes répondent toujours aujourd'hui, au XXIe siècle, que ce qui les attire toujours, c'est la capacité à la protection. Le sens protecteur d'un homme est toujours ce qui est le plus attirant chez eux. Aujourd'hui, alors même qu'il y a la sécurité sociale, qu'il y a effectivement le supermarché, qu'il y a la police, qu'il y a tout ça, et que les femmes devraient en avoir plus rien à faire, que les hommes les protègent, mais en fait non. Nous sommes toujours dans des schémas archaïques, et les femmes aiment toujours ça chez les hommes. Donc, être capable de développer ça chez un homme, c'est le sens de la protecteur, à la fois physique et aussi mental, être capable de tempérance, de stoïcisme, d'être capable d'affronter les événements, même les plus malheureux, avec un certain recul. Ça peut rassurer beaucoup les femmes qui peuvent être plus émotionnelles, etc. Donc il y a toujours plein de petites choses qui nous permettent d'être un homme et d'être toujours attirant auprès de la gente féminine, à condition d'aller les chercher soi-même. Aujourd'hui, ça tombe pas dans le bec, effectivement.
À l'époque, la femme restait à la maison, quoique ça, c'est un peu une légende aussi, mais bon, pour être simpliste, la femme était une femme plus tendanciellement et plus facilement, et puis l'homme, vu que c'est lui qui allait travailler a priori, et qui donc ramenait l'argent, et puis qu'il faisait son service militaire et tout, on nous imposait d'être des hommes, ça se faisait naturellement. Oui, maintenant, il faut aller le chercher. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui font ouin-ouin et qui disent c'était plus facile avant, c'est vrai, mais en fait, rien ne vous empêche d'aller chercher ça vous-même. Allez à la recherche de votre propre masculinité, allez vous devenir un homme sans effectivement que la société vous ait poussé à devenir des hommes, et même chercher à faire l'inverse. Effectivement, aujourd'hui, on est dans une société où on cherche à démasculiniser les hommes. Mais je trouve qu'il y a un challenge encore plus intéressant, du coup. Et en plus... C'est mieux aussi pour les hommes, enfin, c'est plus intéressant de s'inventer artistiquement, etc., plutôt que d'aller à la guerre, quoi. Moi, je trouve, donc plutôt que de se plaindre en disant la société nous féminise, nous émascule, etc., c'est de la faute des féministes, etc., tout ça ne sert à rien, non. Allez chercher votre propre masculinité, allez devenir des hommes par vous-même, par plein de groupes aussi d'hommes qui sont intelligents là-dessus. Il y a plein de trucs à faire, il y a vraiment plein de trucs à faire dans le sport, dans l'associatif, aller chasser. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire pour rester un homme. Et vous en serez rétribué parce que les femmes vous aimeront pour cela. Voilà. Les femmes, et puis même vous vous sentirez mieux dans votre corps, dans votre esprit. Donc, il faut arrêter de se plaindre. Et honnêtement, même d'ailleurs, j'en ai ras-le-bol de cette plainte permanente parce que on dit que c'était mieux avant. Je veux dire, beaucoup de gens qui disent que c'était mieux avant n'auraient pas trop apprécié d'être jetés comme en 14-18 dans des tranchées et faire la guerre et mourir pour rien et écartelés par une bombe qui vous tombe anonymement sur la tête. Et à l'époque, pour être un homme, il fallait faire ça. Est-ce que vous voulez vraiment retourner à cette société ? Beaucoup vont dire oui, parce que ils sont dans la posture, mais mon œil, la vérité est qu'ils préféreraient 100 fois vivre aujourd'hui, avec toutes les difficultés que cela comporte évidemment, que d'être jeté dans les tranchées en 14. Donc il y a eu des évolutions qui sont positives. Alors oui, il faut savoir se lever le matin, oui, il faut s'imposer les choses soi-même pour devenir et rester des hommes, mais il vaut mieux ça que de devoir prouver que nous sommes des hommes en nous faisant couper des membres dans des guerres inutiles. Voilà. Dans Philosophie de droite, on en a déjà un petit peu parlé. Hein. Vous parlez de la Révolution française et ensuite de l'opposition qui se crée et qui veut justement le retour du roi. Ça a duré longtemps. Il y a encore des revendications. Est-ce que Louis XX avait annoncé il y a quelques années déjà qu'il était légitime à la couronne de France, mais qu'il ne reviendrait que si on l'appelait ? Est-ce que si finalement il y avait un appel, vous pourriez être de ceux qui militent pour le retour du roi Louis XX ? En vérité, je suis assez peu attaché au régime, parce que ça aussi, c'est une approche idéaliste des choses. Les royalistes vous disent si c'était la royauté, tout irait mieux. Si c'était ou d'autres républicains, non. Alors, si c'était l'empire, tout irait mieux. En fait, tout ça, ce sont des formes idéalistes, encore une fois. L'important, c'est ce qu'on y met dedans. Il peut y avoir des républiques qui fonctionnent très bien. La République romaine est une république exceptionnelle, la première république qui s'est alliée une certaine dose d'aristocratisme, une certaine dose de démocratie et une certaine dose de monarchie avec le consulat. Il y a une monarchie qui a très bien fonctionné pendant des siècles en France, et encore. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la monarchie française, mais bon. Il y a des empires plus décentralisés, du type le Saint-Empire romain germanique, qui ont été des modèles de civilisation et d'organisation absolument exceptionnels. Il y a des empires centralisés, comme l'empire de Bonaparte, des empires décentralisés, comme celui du Saint-Empire. Bon, bref, il peut y avoir différentes formes d'organisation. Et regardez, l'Angleterre est une monarchie, une monarchie parlementaire, mais c'est pas parce qu'elle est une monarchie qu'elle s'en tire mieux que la France, loin s'en faut. Donc, je suis pour un gouvernement plus autoritaire aujourd'hui, au niveau national et au niveau supérieur. Moi, je suis pour plus de démocratie au niveau local et moins de démocratie au niveau national, pour plein de raisons. D'accord. Après, si ce gouvernement autoritaire peut être incarné plus facilement par un roi qui aurait de bonnes idées, alors oui, je serais royaliste. Mais, et peut-être même d'ailleurs, je lisais dernièrement, et puis aussi les analyses des néo-réactionnaires, de Yarvin, effectivement, d'avoir une famille royale et des dynasties permet de se prévenir davantage des affres de la démocratie, qui sont quand même à la fin assez coûteux pour une nation.
Donc oui, pourquoi pas. Si Louis XX se sentait de taille à prendre la France, je ferais partie de ses soutiens. Oui, pourquoi pas. Et vous pourriez vous revenir en politique ou vous préférez votre rôle justement plutôt d'idéologue, on va dire, via vos écrits? Ça dépend ce qu'on entend par politique. Être un politicien aujourd'hui ne m'intéresse absolument pas. Mais alors, absolument pas. Donc, si on me proposait d'être élu, par exemple, ce qu'on ne me proposera pas de toute façon, mais si jamais on devait me proposer d'être élu, j'y réfléchirais à 2 fois. Et j'ai de grandes chances pour que je réponde non. Aujourd'hui, c'est certain. Maire de votre village, ville? Non, ça m'intéresse pas. Moi, je suis plus intéressé par l'influence et par les idées. Je préfère donner des idées que de donner des ordres. Voilà. Il y en a que ça excite l'ordre, enfin, comment dire, d'être des chefs, etc. Moi, je suis pas un mal alpha. Je suis un mal sigma, pour rester dans les catégories de psychologie et de psychologie évolutionniste. C'est-à-dire que quand je suis entouré de gens, voilà, je suis plutôt dominant, mais ça m'intéresse pas. Je suis très solitaire, je vais me mettre dans ma campagne. Pour être un homme politique, il faut aimer voir des gens tout le temps, il faut aimer serrer des mains, il faut aimer parler, vous êtes constamment sous le regard des gens, vous êtes constamment entouré. Alors moi, ça me fatigue, je peux pas faire ça. Donc je préfère travailler dans la coulisse, je préfère donner des idées, influencer des dirigeants, des donneurs d'ordre. Et si je dois redevenir un politique un jour, c'est vraiment que je dois servir à quelque chose comme ça, que je peux servir à quelque chose, que je suis obligé de le faire pour aider un processus, un parti, ou parce qu'on a le pouvoir et qu'il y a vraiment besoin de moi, qu'on me le réclame. Ok, je le ferai, mais ce sera un sacrifice. Moi, j'aime pas, contrairement à ce que certains s'imaginent, j'aime pas avoir ma tête en tête d'affiche, etc. Ça me saoule, ça me fatigue. Voilà, je préfère être plutôt derrière. Mais on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Il y a des chances quand même pour qu'on prenne le pouvoir prochainement, enfin que le Rassemblement national prenne le pouvoir. Ça peut conduire à des épisodes peut-être très chauds, voire pas révolutionnaires, mais en tout cas très intéressants pour l'avenir de la France. Si jamais je dois revenir parce que je peux aider, et exclusivement pour cette raison, pourquoi pas, mais je préfère influencer dans la coulisse. Ce sera un sacrifice du coup pour vous. Moi oui, voilà, être entouré de gens tout le temps, ça me saoule la mort, ça me fatigue vraiment. Il y a des gens qui tirent leur énergie des autres, ouais. Et il y a des gens qui donnent leur énergie aux autres. Moi, quand je passe trop de temps avec des gens, je suis épuisé. Mais vraiment, mes synapses ne se connectent plus, etc. Et j'ai besoin de prendre du temps. Et quand je fais mes bains de multitude, comme disait Baudelaire, là, par exemple, je suis à Paris depuis quelques jours, j'ai fait plein de rendez-vous, etc. Je vais rentrer dans ma campagne, je vais parler à personne pendant 1 semaine. Et je suis comme ça. Et alors qu'il y a des gens qui tirent leur énergie des autres. Donc plus ils sont avec les autres, plus au contraire, ils ont de l'énergie, plus ils sont à fond, etc. Ce sont des personnalités. Et moi, il se trouve que voilà, je fais partie des gens qui aiment leur tranquillité. Voilà. Il y a une phrase de Madame de Staël que j'aime beaucoup qui dit la gloire n'est que le deuil éclatant du bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers la gloire parce qu'on est capable de... Enfin, on fait le sacrifice du bonheur pour l'obtention de gloire. Et ces hommes-là, ces hommes politiques, ont souvent des vies personnelles qui sont chaotiques, ont souvent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ont souvent des vies personnelles qui sont très difficiles, justement. Et c'est souvent même d'ailleurs pas forcément des hommes bien dans leur vie personnelle, leur vie familiale, etc. Mais ils sont prêts à sacrifier tout ça parce qu'ils sont tellement amoureux de leur gloire personnelle, d'être les chefs au milieu, etc., qu'ils préfèrent ça. Ben moi, je fais partie des gens qui préfèrent leur bonheur personnel. Voilà. La gloire, je suis prêt à m'en passer largement. J'ai mon orgueil, évidemment, j'ai ma vanité, j'aime bien être reconnu, je vais pas me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. J'aime ça, mais ça passe après. Je préfère ma vie personnelle, être heureux dans ma famille, dans ma campagne, ma tranquillité. Je privilégie davantage ça à la pure gloire. Voilà. J'aime un peu la gloire, mais je préfère le bonheur. C'est votre priorité. Ouais. Pour finir, est-ce que vous pouvez faire un mot sur le dernier livre, qui sont Les Blancs, et en quoi tous ceux qui ont suivi ce podcast et se sont dit que les idées étaient super intéressantes, en quoi ça peut être intéressant pour eux de lire ce livre ? Parce que il n'y a pas eu énormément d'études sur les populations européennes, les Blancs, quoi, sur leur identité. Donc je crois que c'est l'un des premiers livres, il y en a quelques-uns, mais c'est l'un des premiers livres qui fait de façon historique et généalogique l'analyse de l'identité européenne. Qu'est-ce que c'est que d'être européen ? Qu'est-ce que c'est que d'être blanc ? Voilà.
On n'a plus le droit d'en parler aujourd'hui, c'est pour ça que ça m'intéresse d'en parler. Et on s'apercevra qu'il y a un vrai fil rouge dans l'identité européenne, de l'ère glaciaire jusqu'à aujourd'hui. Et je trouve ça fascinant, et je pense que les Européens doivent connaître leurs racines et leur identité. Même si on s'oppose à l'idée qu'il y ait une identité européenne, allez-y et confrontez-vous à mon livre et contestez-le ensuite. C'est comme la gauche avec philosophie de droite, comme on disait. Moi, je pense qu'il y a une identité européenne, qu'il y a une essence européenne, qui vient de très loin, et dans un monde de plus en plus communautarisé, et un monde dans lequel les Blancs sont de plus en plus minoritaires, y compris dans leur propre pays, dans le monde c'est certain, mais dans leur pays c'est aussi en cours, les Blancs doivent connaître leur identité, ce qu'ils sont, et pourquoi est-ce que nous en sommes là. Parce qu'évidemment, c'est une phrase d'une banalité extrême, mais on peut savoir où on va quand on sait d'où l'on vient. Et voilà, ce travail sur l'identité européenne nous permet de savoir d'où l'on vient. Et donc, de savoir où est-ce qu'on peut aller potentiellement. On mettra le lien de votre site en description pour ceux qui veulent approfondir avec vos ouvrages, et aussi pour ceux, j'imagine, qui veulent compléter leur collection, parce qu'il y en aura beaucoup qui regarderont ce podcast, qui ont déjà peut-être 1 ou 2 livres. On mettra ça en description. Et pour finir, est-ce que vous permettez, ou vous préférez pas, donner un indice sur quoi vous travaillez, peut-être pour votre prochain livre, un petit indice de votre nouvel arc? Mon nouvel arc, je suis un peu embêté en ce moment parce que j'hésite. J'ai commencé à travailler sur 2 livres depuis des années. Donc j'ai déjà à peu près la forme, j'ai pas mal de pages déjà noircies. Un sur l'histoire de France, sur la France, la nature de la France, parce que j'ai une thèse que je veux avancer sur la nature de la France. Et un autre sur mon parcours dans la droite radicale, l'extrême droite, l'idéologie de droite, en gros. Et comment j'ai pu évoluer, et comment on doit évoluer, et tout ça. Donc quelque chose de plus militant, on va dire, et d'un autre plus historique sur l'histoire de France, etc. Et je sais pas celui que je sors en premier, voilà. Je sais pas celui sur lequel je dois travailler à fond là, ces prochains mois, parce que là je dois me remettre dans l'écriture. C'est le moment de l'écriture pour moi. Et j'ai toujours pas tranché. Voilà. J'ai toujours pas tranché, je sais pas. Peut-être que je vais faire les 2 en parallèle. Je sais pas, mais mon nouvel arc sera sûrement sur l'histoire de France et sur la France, et puis sur ces idées de droite. Comment est-ce que je suis passé en gros d'une jeunesse un peu plus nationaliste révolutionnaire à aujourd'hui à des idées qui sont de plus en plus proches de ce qu'on appelle la néo-réaction. Voilà, comme cette évolution. Et comment cette évolution qui est la mienne doit être également celle de notre génération. Je pense que c'est intéressant aussi, mais je sais pas. Aidez-moi, s'il y a des gens de mon public qui regardent cette vidéo, allez m'écrire Mettez en commentaire ce que vous préférez. ce que vous préfériez lire. Ça m'aiderait parce que je vais devoir peut-être écrire les 2, tellement je ne sais pas celui que je dois commencer en premier. Là. Affaire à suivre. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être venu Merci, et Léa, d'avoir merci abordé beaucoup. tant de sujets. Merci beaucoup. Merci à vous.